52% des décideurs, dans le volet bien évidemment IT et informatique, confirment effectivement que les plus grandes menaces qui sont arrivées sont dues effectivement aux facteurs humains. Et 43% des petites entreprises ont subi effectivement des attaques dues à des violations de la politique de sécurité qui avait été mise en place par l'entreprise, une fois de plus par le facteur humain. Et au final, comme ça arrive dans la plupart des entreprises, des collaborateurs échangent leur login et mot de passe en ne estimant pas l'impact que cela peut avoir sur la sécurité du système d'information. Et pourquoi je présente ces chiffres? Parce que très souvent, les solutions de sécurité que vous avez vues dans les stands d'aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus complexes pour faire face aux cyberhackers. Du coup, les hackers, ils vont tout simplement changer de stratégie. Ils savent qu'il y a des briques de sécurité assez importantes mises en place. Du coup, ils vont se retourner vers le facteur le plus faible, qui est tout simplement l'humain. Des chiffres, il y en a encore. Une étude qui a été menée par Kaspersky auprès de 4300 entreprises. Et justement, sur ces études, on estime qu'il y a plus de 1 300 000 $ comme coût relatif à une fuite de données engendrée au niveau de ces entreprises. Il y a également plus de 132 000 $, ça c'est le coût moyen d'une fuite de données au niveau des entreprises à taille moyenne, et bien évidemment 50% de ces entreprises-là qui disent que ces attaques sont arrivées tout simplement à cause d'une erreur humaine. Alors, face à tout cela, je sais que chacun de vous dans cette salle a des stratégies de sensibilisation des collaborateurs. Il y a plusieurs méthodes pour y arriver, soit réunir tout le monde dans une salle, 1 ou 2 fois par année, soit essayer de faire de la sensibilisation dans les entêtes email, dans les écrans de veille des ordinateurs. Tous les moyens sont utilisés aujourd'hui pour arriver à ces objectifs. Cependant, très souvent, les employés ils considèrent ces moyens-là comme étant fastidieux. On est plus dans une culture on va dire, de dire à l'employé ce qui est mauvais ou ce qui n'est pas bien, sans pour autant l'expliquer, le pourquoi et la valeur ajoutée des actions qu'il va entreprendre et les bénéfices de ces actions par rapport à l'entreprise, ce qui ne les encourage pas tout simplement à suivre ces formations ou à changer de comportement. Il y a également des difficultés relatives à la rétention de ces informations. Si je pose la question dans cette salle, qu'est-ce que vous avez mangé hier, disons, au déjeuner ou au petit déjeuner? Beaucoup d'entre nous auront du mal à s'en souvenir. C'est pareil pour les formations. Quand on suit une formation tout de suite, par exemple, ce que je suis en train d'expliquer dans cette salle, dans un mois, vous allez retenir pratiquement 90% sera oublié. Il ne restera que 5%, et sur ces 5%, peut-être qu'il n'y aura que 2,5% de l'information qui restera correcte. Et ça, ce n'est pas dû à l'intelligence d'une personne ou d'une autre, c'est dû simplement à un facteur humain, qui est le fait qu'on oublie. Et ce principe-là a été développé par un philosophe du nom de Eben Gost, dont vous pourrez trouver les ouvrages. L'autre problématique, c'est par rapport à ceux qui vont lancer ces campagnes de formation, dans le sens où c'est très difficile administrativement de réunir des centaines et des centaines de personnes, de les transmettre un message et s'assurer derrière que ce message a été bien compris et assimilé. Nous avons compris tout cela chez Kaspersky. C'est pour cela qu'on a un programme pédagogique de formation et de sensibilisation à la sécurité adapté à tous les niveaux de l'entreprise et basé sur quelques axes principaux. Le premier, c'est déjà tout ce qui est engagement et motivation des collaborateurs. Pardon? Ah, d'accord. Dans le sens où, effectivement, au lieu de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, on va faire plutôt un changement de mindset en les expliquant le pourquoi de cette action peut être dangereuse pour l'entreprise, comment les cyberhackers réfléchissent, comment ils font leurs actes, afin qu'ils soient les plus aguerris possible. Et la deuxième stratégie va consister effectivement à se rassurer que ces collaborateurs-là sont bien évidemment sensibiliser, identifier leur niveau de compétence et adapter cette formation-là par rapport au niveau de tout un chacun. Je vous donne un exemple tout simple. Un administrateur IT n'aura pas du tout le même niveau de sensibilisation qu'un caissier ou un comptable ou tout simplement quelqu'un du marketing. Donc chacun a des compétences diverses
et il est essentiel qu'une solution de sensibilisation soit adaptée à chaque niveau de personne qui va être formée. La méthode d'apprentissage est aussi importante. On va se baser sur du micro-learning avec des temps d'apprentissage assez courts, mais de façon répétitive. Comme vous le savez, plus on répète une chose, plus on a tendance à maîtriser cette chose-là. Et c'est ce qu'on va instaurer dans cette méthode pédagogique. Et au final, le renforcement, puisque un rappel est toujours important. Pour reprendre des textes, je sais qu'on est en Tunisie, et la Mauritanie, c'est le pays à l'honneur de ce forum. Et il y a un principe religieux qui est parfois cité dans le Coran, qui dit de rappeler, et que le rappel est favorable aux croyants. Alors, exactement. Et du coup, le renforcement qu'on fait ici, c'est tout simplement dans ce même concept-là, c'est de rappeler régulièrement afin que les notions apprises ne soient pas tout simplement oubliées avec le temps. Concrètement, il s'agit de plusieurs technologies de formation, pas d'une seule. Je vais essayer juste d'aborder 3 parmi 5 qui, je pense, sont les plus adaptées à cette audience. Et bien évidemment, si vous voulez plus de détails par la suite, on est disponible au stand pour pouvoir le développer. Alors, sachez juste qu'on va couvrir à peu près 300 à 400 domaines de compétences dans la cybersécurité. On ne va pas parler de produits Kaspersky, ni d'antivirus, ni tout ça. C'est de la compétence pure. C'est changer le mindset du collaborateur pour qu'il soit sensibilisé par rapport aux risques relatifs à la sécurité des systèmes d'information. Du coup, la première plateforme dont on dispose, c'est ce qu'on appelle ASAP, Automated Security Awareness Platform. Comme son nom l'indique, l'objectif, c'est d'automatiser le processus de sensibilisation, tout simplement parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps de réunir les gens, beaucoup d'efforts, et le résultat n'est pas parfois là. Du coup, on va essayer d'automatiser ce processus au maximum pour alléger la tâche aux administrateurs, aux équipes RH et aux DSI tout simplement. Il s'agit d'une plateforme en cloud. Ça veut dire que l'accès peut se faire par téléphone, par tablette, par PC, que le collaborateur soit à la maison ou qu'il soit au bureau ou peu importe là où il est. Il va pouvoir, depuis cette plateforme, accéder à plus de 350 domaines de compétences, comme je l'ai dit. Et bien évidemment, la méthode d'apprentissage, ça sera à son rythme. Ça veut dire qu'il peut commencer 2 minutes tout de suite, mettre une pause, revenir dans 3 jours, continuer de là où il s'est arrêté. Le programme est adapté à chaque niveau. Ça veut dire que lorsque je vais commencer à lancer mon programme de formation, peut-être sur la sensibilisation sur le phishing, j'aurai un niveau plus élevé pour mes administrateurs IT. Et pour mes gens de la caisse, j'aurai par exemple un niveau beaucoup plus bas parce qu'ils n'ont pas la même compréhension ni la même façon d'aborder ces thématiques-là. Et bien évidemment, tout cela est basé sur le retour d'expérience de Kaspersky. On parle de 25 ans d'existence dans la cybersécurité. Et justement, on a essayé de mettre notre savoir-faire au sein de cette solution pour transmettre nos méthodes et nos savoir-faire en cybersécurité. Les cours, ils sont disponibles sous format de cours texte interactif. Ça veut dire concrètement que le collaborateur qui va participer à la formation pourra recevoir ce programme. Il pourra accéder à la plateforme, lire son cours. Alors, comme on sait que la lecture toute seule peut être ennuyeuse pour certaines personnes, il s'agit de textes interactifs où il sera amené à agir avec le contenu, à cliquer sur des boutons, à répondre à des questions, à voir des images et être évalué tout au long de la formation. La deuxième façon, c'est, vous savez, il y a plusieurs... On est si différents dans ce monde que chacun a une méthode d'apprentissage qui lui est propre. Il y a des gens qui apprennent beaucoup à travers la lecture sur du texte, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus réceptifs à de la formation vidéo. Donc, on a effectivement un environnement également qu'on appelle du Express Courses. C'est fait pour les décideurs, les managers, ceux qui n'ont pas le temps, mais qui ont besoin tout aussi de se former, et qui vont regarder ces mini-vidéos de 5 à 10 minutes sur une thématique bien précise, et vont pouvoir passer carrément les examens sous forme de vidéo. C'est-à-dire les quiz, ils sont intégrés dans les vidéos. Et au final, l'outil va être doté aussi d'un simulateur de phishing qui permet de tester la vigilance des collaborateurs. J'aimerais poser une question à la salle. Selon vous, pourquoi 2 méthodes? Pourquoi on ne se serait pas limité soit à des cours
de façon texte ou de façon vidéo. Est-ce que si on regarde une vidéo tout de suite et qu'on passe un examen, est-ce que c'est pertinent selon vous? C'est pas pertinent. Quelqu'un dit le contraire? C'est pas pertinent, je dirais tout simplement parce que c'est frais. Par exemple, si vous rentrez par la porte, on vous demande immédiatement combien de pas vous avez fait pour entrer, c'est facile d'y répondre. Mais d'ici 10 jours, si on vous repose la même question, alors ça va être très complexe puisqu'on ne se rappelle plus de la distance parcourue. C'est pour cela que je reviens sur le principe d'Ebbinghaus. Ça, c'est ce qu'il représente à travers ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Ça veut dire que si on apprend une chose tout de suite, il n'y a pas de répétition, ben on oublie la quasi-totalité de ce qu'on a appris. Par contre, avec la répétition, avec l'entraînement, effectivement, on est sûr de garder cette compétence-là pour toujours. Et justement, la plateforme, il fonctionne de la suite. On va commencer par soit des tests pour positionner le curseur par rapport au niveau de chaque apprenant. Et en fonction de ce test-là, effectivement, on va l'affecter une formation. Et ça, bien évidemment, on peut automatiser ça également. Alors, il va suivre ses leçons. Et au bout de 4 jours, après avoir fini d'apprendre la leçon, il aura un rappel. Le premier rappel, c'est une synthèse de tout ce qu'il a appris avec des images, avec des cas concrets, pour une fois de plus lui rappeler ce qu'on a appris initialement. 3 jours plus tard, c'est là où il va passer finalement son test théorique. Quand je dis test théorique, c'est un quiz sur lequel il sera amené à faire des choix multiples sur des questions, je ne dirais pas des questions pièges, mais ce n'est pas des questions avec des réponses vraies ou faux, ou oui ou non. C'est des mises en contexte, c'est des mises en situation pour voir réellement s'il a retenu le cours qui a été dispensé. Au final, lorsqu'il va valider le test, on passera à la prochaine étape, mais s'il échoue au test, on va le ramener automatiquement au niveau de la leçon où il n'a pas bien saisi. Et une fois qu'il a validé le test, pour se rassurer qu'il a bien compris la notion apprise, c'est 3 jours plus tard qu'il va recevoir une simulation de phishing relative au contexte abordé. Et cette simulation de phishing, il ne sera pas prévenu par rapport à sa réception. Et on va voir effectivement s'il va être vigilant ou pas par rapport à cette simulation. Et si jamais il échoue, il reviendra une fois de plus au niveau de la leçon où il n'a pas appris les notions. Si jamais il arrive à réussir effectivement le phishing, dans ce cas, effectivement, il passera à l'étape suivante, soit le niveau suivant du même module, soit effectivement la suite du programme qu'on aurait établi. Alors, je le disais tantôt, un peu en image, je ne sais pas si c'est trop visible, mais là, par exemple, vous pouvez voir, là, c'est les différentes thématiques qu'on va aborder, par exemple, c'est juste en guise d'exemple, au niveau de l'outil, et on a des niveaux soit beginner, soit élémentaire, soit intermédiate, soit avancé. Donc, on est en mesure de proposer 4 niveaux pour s'adapter ou adapter la formation par rapport aux différents collaborateurs de l'entreprise. Et ce qui est important dans ça, c'est que le contenu du cours, le contenu du test, les images, ainsi que tout ce qui est au sein de la formation, change en fonction d'un niveau par rapport à l'autre. Par exemple, quand on va parler de phishing, pour des débutants, on va parler effectivement des risques du phishing, pourquoi il ne faut pas cliquer sur des liens malveillants. Mais plus on va aller sur un niveau avancé tel que le niveau 3 ou le niveau 4, on va commencer à parler de mail bombing, de mécanismes à mettre en place pour se protéger contre le phishing, d'escrocs inventifs ou des thématiques beaucoup plus avancées. Je le disais tantôt, il y a également des cours sous format vidéo, il suffit d'un téléphone pour pouvoir y accéder. Et justement, ce sont des vidéos interactives basées sur, on va couvrir 6 à 9 thématiques principales. Et justement, les tests ils sont intégrés dans ces vidéos et c'est disponible non seulement en français, en arabe, en anglais et dans une dizaine de langues. Donc c'est un moyen, les vidéos, d'avoir de la compétence assez rapidement, en quelques minutes, et bien évidemment en testant également ses acquis théoriques. L'outil fournit également aux administrateurs un tableau de bord assez détaillé, permettant d'avoir non seulement un tableau de bord de façon globale, mais un tableau de compétences de chaque collaborateur au niveau de l'entreprise. Ça veut dire qu'un collaborateur donné, vous pouvez faire un rapport sur ce collaborateur avec une matrice de compétences par rapport à qu'est-ce qu'il maîtrise le plus.
Et cette matrice de compétences, elle est donnée en fonction du cours suivi, des tests passés, de la difficulté à avoir dépassé un module, et tous ces éléments sont intégrés effectivement dans ces statistiques. L'outil fournit également des éléments permettant de savoir si le collaborateur ne s'est jamais connecté à la plateforme, s'il s'est connecté, combien de temps il a passé, est-ce qu'il ignore les mails de rappel, ainsi que les certifications qu'il a obtenues et tout le détail. Comme ça, effectivement, lors d'une évaluation, il ne dira pas qu'il ne savait pas. Il y a également, par rapport au phishing, un simulateur de phishing, comme je l'ai dit tantôt. Ce simulateur de phishing intègre des modèles, plus de 120 et quelques modèles de simulation de phishing. Il ne s'agit pas de mails mal écrits avec des fautes d'orthographe, non, c'est des mails très bien écrits, avec quelques éléments effectivement utilisés par les cyberhackers pour mener des campagnes de spear phishing, auxquelles il faut être très attentif pour ne pas tomber dans le piège. Et justement, l'idée, c'est d'amener le collaborateur à ce niveau de vigilance pour qu'au final, il puisse résister. Et bien évidemment, il y a des badges de compétences, mais il y a également des certifications qui sont remises au collaborateur par rapport à chaque module qu'il a validé. Et ces certifications peuvent servir pour prouver effectivement sa maîtrise de ce module-là et peuvent vous être utiles aussi lors des certifications telles que la 27001, PCI DSS, CSP Swift, ainsi de suite. Puisque dans ces normes et certifications, la formation du collaborateur est un élément principal et vous avez besoin de preuves en tant que DSI, en tant que RSSI pour prouver que vous formez vos collaborateurs. N'hésitez pas à le tester, c'est la meilleure façon d'évaluer un produit de sécurité. Vous pouvez soit scanner le code QR qui est présent sur l'écran, soit tout simplement aller sur le site www.k-azap.com et vous avez effectivement une période d'évaluation pour une dizaine de collaborateurs sur un mois et il n'y a aucune limitation en termes de fonctionnalité par rapport à la version d'évaluation ou la version complète. Et n'hésitez pas vraiment à utiliser le simulateur de phishing, au moins vous saurez qui est plus vigilant. La deuxième solution dont j'aimerais parler, une fois qu'on aurait sensibilisé les collaborateurs de tous les niveaux, il est important aussi de faire un focus sur les décideurs. Très souvent, le management n'est pas forcément sensibilisé à la sécurité des systèmes d'information, aux risques. Et il est très compliqué parfois, nous en tant que technique, de dire le bon discours ou d'utiliser la bonne méthodologie pour les faire comprendre. Et l'un des moyens qu'on a trouvé chez Kaspersky, c'est un jeu. Oui, les managers, ils sont sensibles au jeu, à condition que ça soit un jeu sérieux. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle du serious game. Le serious game, c'est quoi? Je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle ont déjà joué à du Monopoly. De Monopoly. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux? C'est très sérieux, puisqu'on perd de l'argent. Et quand on parle à un manager d'argent, effectivement, là, il sera plus attentif. Alors, le jeu de plateau, ça simule un système d'information dans son intégralité. Ça peut être dans le secteur aéronautique, bancaire, industriel, finance, banque, ainsi de suite. On a à peu près une dizaine, effectivement, de thématiques. Et justement, il y aura un système d'information avec des mesures de sécurité déjà mises en place, notamment le firewall, ainsi de suite. Et il y aura des cartes, comme le Monopoly, qui vont s'activer ou se désactiver en fonction en fonction des décisions prises. Donc en gros, il y a un budget qui est mis sur la table, qui est un budget d'investissement pour chaque participant. Ça se fait sous forme de groupe de travail. Et justement, l'objectif, c'est de rendre l'entreprise profitable à la fin du jeu. Et très souvent, malheureusement, à cause des mauvaises décisions prises, on arrive parfois que certains se retrouvent à moins quelques dizaines de millions d'euros au lieu d'en gagner. Et d'autres, effectivement, arrivent à en gagner. Donc le jeu, ça se passe sous 2 heures. Donc pour les managers qui n'ont pas le temps, c'est l'occasion de revoir toute l'équipe sous forme de team building, mais dans un jeu un peu plus sérieux. Et il y aura effectivement des nouvelles tout au long du jeu qui vont parler d'actualité sur la partie cybersécurité. Une banque a été attaquée ou un aéroport a été attaqué par telle attaque. Et l'actualité va évoluer en fonction des décisions prises
jusqu'à arriver à l'entreprise elle-même et à son système d'information. Donc, comme je le disais, on peut parler de tout ce qui est secteur aéroportuaire, d'entreprises classiques, de banques, de tout ce qui est industriel, tout ce qui est, on va dire, énergie également. Et le jeu de plateau donne à peu près un budget, notamment un budget de 200 000 $. Et bien évidemment, l'entreprise doit savoir investir correctement pour pouvoir mettre en place les outils de sécurité nécessaires. Donc le jeu, c'est un peu comme vous voyez sur l'image. Donc on aura nos différents décideurs autour d'une table et la carte posée. Et bien évidemment, tout le score est diffusé en direct. Les décisions prises, ça se fait en interne au niveau de chaque équipe, ce n'est pas partagé avec l'autre équipe. Et ils ont un timer pour prendre des décisions, pour recevoir les résultats suite à leur prise de décision et changer de stratégie pendant le jeu. Il y a 5 tours en tout. Chaque tour va durer quelques minutes avec le reporting. Et au final, au bout de 2 heures, on aurait fait le compte. Pour avoir joué ce jeu avec plusieurs dirigeants un peu partout en Afrique, je peux vous dire que juste après le jeu, il y a eu des changements de comportement assez immédiats, notamment parfois des réunions de conseil pour changer carrément la stratégie ou adopter des projets qui étaient mis dans le tiroir depuis longtemps. La dernière solution de formation, c'est pour les administrateurs IT. Et je vais clôturer sur cette partie-là parce que très souvent, ce sont les plus oubliés. Les administrateurs, ils travaillent au quotidien, que ce soit réseau, base de données, système, et ils n'ont pas le temps de se former, soit parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer à l'étranger, soit parfois parce que le budget de formation n'est pas lui-même, il est axé sur la formation, sur les outils qu'on acquiert et pas sur la compétence propre. C'est pour cela qu'on a un outil qui a été développé, ça ne parle aucunement de Kaspersky, c'est de la compétence cybersécurité propre. Alors, on suppose que là, on a dépassé la sensibilisation, on est plus dans un niveau destiné aux équipes IT et sécurité. Et là, on va parler de tout ce qui est outils malicieux, des bases de l'investigation numérique, des programmes malveillants, de la sécurisation des serveurs, de la sécurisation de l'Active Directory et tout ce qui est phishing et Threat Intelligence Open Source. Il s'agit d'un outil, une fois de plus, en ligne. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer des machines virtuelles, d'avoir des PDF pour le défiler. Tout se passe en ligne. L'administrateur accède quand il veut sur son téléphone, sa tablette et son PC et peut suivre des modules aussi avancés que l'analyse de malware. Ah oui, oui. Je pense que je peux vérifier pour sitôt, mais je pense que ça doit exister. Ça doit exister. Après, quelles qu'en soient les langues, le système d'exploitation, on va dire, sur lequel on va faire les tests, lui, il reste en anglais. Alors, dans la formation, il y a une partie théorique, comme dans toute formation. Par exemple, je prends ce module-là. Si je pose la question à la salle, c'est quoi un virus? Vous allez trouver la question peut-être très simple. Mais la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Ouais. Est-ce que si je vous demande, on prend le nom d'une application, SVC Host, est-ce que c'est un process légitime sous Windows? C'est légitime? Et oui, Logon, est-ce que c'est légitime? Avec 2 i. Bon, c'est vrai, j'ai touché le rouge, donc c'est un peu plus évident là, mais si je vous demande TeamViewer, vous le connaissez tous. Est-ce qu'il est malveillant? Oui? Vous êtes tous d'accord? Non? Ça peut l'être. En fait, il est très difficile de savoir la bienveillance ou la malveillance d'un outil parce qu'au final, un malware, c'est l'utilisation qu'on en fait qui définit sa légitimité ou sa non-légitimité. Et ça, par exemple, ce sont des notions qu'on va aborder dans le cours sur c'est quoi un virus, où est-ce qu'on trouve un virus, comment fonctionne un virus, un malware par rapport à, on va dire, à une application, on va dire, normale, et comment effectivement faire pour pouvoir le stopper. On ne va pas parler d'outils Kaspersky, une fois de plus, c'est avec des outils open source que le cours est basé. Là, par exemple, c'est Process Hacker que vous connaissez, certainement. On explique effectivement où on va retrouver les informations qu'il nous faut au niveau de l'outil. Et au final, comment utiliser l'outil pour identifier, par exemple, des applications légitimes,
et des applications malveillantes, telles que par exemple ce Word.exe, qui au lieu d'être dans System 32, il se trouve plutôt, ou dans Program Files, il se trouve dans AppData, qui est le répertoire temporaire au niveau de Windows. Les thématiques qui vont être abordées vont concerner tout ce qui est, on va dire, logiciel malveillant, sous plusieurs niveaux, effectivement, les bases de l'investigation numérique, pour apprendre effectivement à vos collaborateurs en cas d'incident comment agir, mais également comment identifier ce qui s'est passé. La sécurité des serveurs, la sécurité Active Directory, tout ce qui est, on va dire, exploit, et puis phishing et open source. Et threat intelligence open source. Alors pourquoi c'est efficace? Parce que c'est interactif. Les labs, ils sont accédés directement au niveau de la même plateforme. Du coup, pas besoin d'installer de machines virtuelles. Et l'administrateur pourra se former tout au long de l'année à son rythme sur des thématiques et avoir effectivement les certifications associées à ces formations. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, en termes de ces solutions de sensibilisation, si je prends uniquement la partie CASAP, la sensibilisation des collaborateurs grand public, on a aujourd'hui plus de 1 million d'employés formés à travers le monde, à travers cette technologie-là. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus effectivement d'entreprises en Afrique qui adoptent cette solution et qui voient le résultat concret par rapport au changement de mindset au niveau de l'entreprise. Désormais, quand vous direz à quelqu'un on n'utilise pas de clé USB, vous n'aurez plus besoin de le dire, puisque lui-même, il saura effectivement les risques associés à l'utilisation de cette clé et il saura transmettre le message avec le pourquoi. J'aimerais clôturer avec 2 mots. Stay aware, stay safe. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci. J'ai essayé de rester dans les 30 minutes, même si on a commencé en retard. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Effectivement, c'est par nombre d'utilisateurs. Par nombre d'utilisateurs qui ont une formation en cours. Ça veut dire que si vous démarrez la formation pour 100 utilisateurs, c'est 100 licences. Alors le prix, il faut passer au stand. Au stand. Au stand. Oui. Est-ce qu'il existe une offre associée à l'antivirus qui inclut en fait la partie formation? Non, parce que c'est 2 sujets différents. La protection, si vous avez remarqué tout au long de ma présentation, j'ai dit que ces technologies de formation ils sont dissociées des produits Kaspersky, donc on ne parle pas du tout de Kaspersky. Donc, vous ne verrez aucun logo Kaspersky, à part bien évidemment le fait qu'on a développé nous-mêmes l'outil, mais c'est vraiment des compétences pures. Quels sont les outils offerts par Kaspersky pour les certifications PCI, comme les CIEM Ah oui, les outils, on en a plein pour répondre à la certification PCI DSS. Mais ce que je veux dire par rapport aux thématiques abordées, c'est qu'on a un module de formation intégré ici, PCI DSS. Donc, avec des niveaux, effectivement, pour sensibiliser vos collaborateurs par rapport à tout ce qui est gestion des cartes, qu'est-ce qu'il faut transmettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas transmettre, on fait tout le détail de la PCI DSS. Pour les logiciels, par exemple, oui, pour le contrôle d'intégrité des données. On a du contrôle d'intégrité intégré au niveau de notre solution antivirus sur quelques modules. Oui, bien sûr. On a du CIEM, on a énormément de technologies. C'est vrai qu'on ne peut pas aborder le tout en un instant. Donc, je vous invite à passer au stand pour qu'on puisse détailler. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Est-ce que Kaspersky permet de crypter les données sur les supports externes? Oui, on peut crypter les données sur les supports externes, les supports amovibles tels que les clés USB, mais on peut également crypter les postes, les disques durs des postes, pour qu'en cas de vol ou en cas de perte, on ne puisse pas y accéder au contenu. Mais il faudra que Kaspersky soit installé sur cette machine, sur ce laptop? Naturellement, oui. Okay. On peut le faire aussi sans. Bon, quand je dis sans, il faut bien que Kaspersky soit installé, mais le cryptage, on peut le faire avec Kaspersky lui-même, son module intégré,
où on peut gérer le cryptage de BitLocker depuis la solution Kaspersky, qui est native sous Windows. Oui. Ah, bien sûr. Une dernière question? Ben, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au stand.